Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai prévu? Donc j'ai prévu qu'on termine vraiment le TP sur les roches, sédimentaires, d'accord? Qu'on finisse complètement, ce qui nous permettrait ensuite de faire tranquillement le corrigé, donc de l'exercice 4 et ensuite, de passer sur le dernier cours de géologie de l'année. Voilà, où il y a des choses qui sont pas toujours, très évidentes. Je vais essayer d'aller doucement et puis vous hésiterez pas à me poser, des questions. Pour la semaine du 15 juin, ce serait les présentations orales. Oui, voilà. Ce serait la semaine du 15 juin. Donc le lundi, vous aurez la physique. Et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous aurez les SVT. Mais ceux qui passent mardi, normalement, je vous donnerai vos sujets à partir du vendredi 12. Voilà. Voilà. Donc ensuite, donc si on reprend ce TP, on avait quasiment terminé, je crois, hein, sur les roches sédimentaires. On en était en fait aux évaporites. Donc vous remets le contenu. Je pense qu'on en était là. J'ai eu un petit doute en reprenant ce matin, mais vous allez me faire lever le doute. Donc sur ces roches sédimentaires, hein, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a différents types de roches qu'on va classer en fonction de leur euh, de, de, de leur chimie, d'accord, mais aussi en fonction des objets, des éléments figurés qui sont présents, de la taille de ces éléments et du type d'éléments. Non, il n'y a pas d'image pour l'instant. Je suis en train de chercher les images, etc. On a différents milieux de formation de ces roches sédimentaires et les roches sédimentaires nous en disent beaucoup sur ces milieux de formation. Voilà. Donc on avait fait la dernière fois, on avait terminé avec la diatomite et les radiolarites qui se forment donc à partir euh, à partir de dépôts de sédiments, d'accord, qui sont en fait des tests, des et donc, on a maintenant tout ce qui est évaporite. Donc, c'était ces roches-là. Donc, cette roche-là, en fait, c'est toute la même. Elle est toute constituée de la même chose, d'accord. Donc, la constitution chimique est la même. C'est juste des conditions de formation qui sont un petit peu différentes, quoique ce sont toujours des évaporites. D'accord. Donc, vous reconnaissez en fait des gypses. Attention, c'est pas comme la gypsite. Le gypse, c'est G-Y. PSE. Donc, si vous êtes sur votre TP, je vais le ressortir, le TP, moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez ici cette forme-là du gypse, c'est ce qu'on appelle une rose des sables. Donc, ça se forme dans le sable en fait, après la pluie. L'eau de pluie euh, euh, va concentrer le gypse. Et à ce moment-là, au moment où ça s'évapore, ça va vous former la rose des sables comme ça. Alors que ces gypses-là, donc le gypse dit saccharoïde ou le gypse en fer de lance, ce sont dans des bassins évaporitiques, donc il y avait au départ beaucoup d'eau. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit souci informatique. Voilà, ça va aller mieux. Donc les autres évaporites que l'on peut trouver, donc, euh, donc en général, hein, quand la mer, par exemple l'eau de mer s'évapore, on commence par former le gypse et ensuite on va former donc la halite, NaCl, et enfin la sylvite, donc qu'on a ici. Voilà. Donc la halite, elle se reconnaît parce que c'est une roche qui va être très grise, d'accord? Alors qui a un goût très salé. Et puis bien sûr, si vous la mettez dans l'eau, elle va se dissoudre dans l'eau, d'accord. Euh, donc, oui, vous devez savoir les identifier, d'accord, toutes ces roches. Donc, ça veut dire que la gypsite, c'est assez facile, hein, c'est cet aspect saccharoïde, ça a tendance, euh, ça a tendance du coup à se dissoudre dans l'eau. Par contre, ça n'a aucun goût salé, mais vous ne goûtez pas les roches de toute façon. Si je reprends le gypse, juste avant, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le gypse est très intéressant dans le sens où on s'en sert pour faire du plâtre.
d'accord? Donc la halite ou le sel gemme, ça, vous voyez l'intérêt, hein, c'est le sel de cuisine. Et enfin la sylvite, donc c'est quand vous allez avoir du rose. Alors très souvent on mélange, il y a un mélange de halite et de sylvite. Donc ici, sur cet échantillon, vous avez la sylvite rose et la halite grise, d'accord? Voilà. Donc ça, ce sont les roches évaporitiques. Et je vous ai mis ce document-là dans le diaporama, donc que je vais vous déposer, hein, je ne vous l'ai pas encore déposé, je crois, sur Classroom, qui vous aide un petit peu à vous repérer sur comment on peut déterminer une roche sédimentaire. Donc vous avez l'impression d'avoir une roche sédimentaire, d'accord? Et donc vous allez avoir quelques tests simples que vous pouvez faire. Donc essayez de regarder la composition chimique de la roche sédimentaire. Pour ça, c'est l'acide, les caractéristiques de ces constituants, taille, forme, type de grain, est-ce qu'on a des éléments, quels éléments, est-ce qu'on a des fossiles, pas de fossiles, et on en arrive au nom de la roche. Donc là, si on regarde des éléments dans ma roche, est-ce que j'ai des gros blocs, des gros morceaux? Si oui, j'ai un conglomérat, ils sont anguleux ou ils sont arrondis. Anguleux, c'est une brèche, arrondi, c'est un poudingue. J'ai pas de gros blocs. Je fais effervescence à l'acide, j'ai une roche carbonatée. Je n'ai pas d'effervescence à l'acide, je n'ai pas une roche carbonatée. Si j'ai des macrofossiles, c'est-à-dire des fossiles que je vois facilement, qui sont nombreux, je peux avoir des coquilles, je peux avoir des débris de coraux, d'accord? Donc j'ai des calcaires coquillés, calcaires coralliés. Alors après, je peux dire aussi s'il s'agit en utilisant la classification du NAM. Euh, mais voilà, donc ensuite vous avez des microfossiles ou en tout cas ils sont rares, mais j'ai des éléments figurés, donc ça peut être les oolithes, calcaire oolithique. Donc là, j'ai pas de fossiles hein, dans un calcaire oolithique, ou très peu. Euh, Si j'ai un calcaire très massif, qui n'est pas friable, avec des cassures conchoïdales et quasiment sans fossiles, là j'ai un calcaire dit lithographique. Et puis ensuite j'ai des blocs friables très blancs, c'est la craie, et puis des calcaires qui semblent être associés à de l'argile, donc on a des marnes. D'accord? Donc quand je n'ai pas d'effervescence à l'acide, si j'ai une roche très très dure, d'accord, sans éléments visibles, ça peut être un silex. Donc très dur, ça veut dire qu'il raye le verre, silice. Avec des éléments visibles, donc ça peut être une roche meuble comme du sable ou une roche compacte comme du grès. Alors attention malgré tout, parce qu'il y a des grès où les grains sont collés par une boue carbonatée. Donc on peut faire effervescence on peut faire effervescence à l'acide. D'accord? Ce tableau, c'est juste un indicateur. J'ai une roche qui va être plutôt tendre, donc qui ne raye pas le verre. Donc là, sans carbone, elle n'est pas noire, présence de carbone, hein, c'est-à-dire que c'est une roche très noire, friable, etc. C'est une roche carbonée. Donc sans carbone, si j'ai des cristaux qui n'ont pas de goût salé, ça peut être du gypse. Si ils ont un goût salé, c'est de la halite. Si j'ai pas de gros cristaux, ça va être surtout les argilites ou les pélites. D'accord? Si j'ai présence de carbone, et bien là, j'ai la tourbe, la lignite ou la houille. D'accord? Donc ce tableau, je vous le laisserai dans le diaporama, ça peut être une clé, ce n'est pas la seule clé à utiliser. Et puis vous utiliserez aussi toutes les clés qui vous ont été données dans ce cours, hein. Donc vous avez cette clé-là, d'accord? Sable, argile, calcaire, donc marne, sable marneux, etc. Vous avez cette clé-là pour rudite, arénite, lutite, pour tout ce qui est roche détritique. D'accord? Et vous avez enfin la classification du NAM pour tout ce qui est roche carbonate. D'accord? Avec les mudstone, waxstone, packstone, grainstone, bunstone. Donc, qu'on utilise pour les roches carbonates. OK? Donc, sur ce sujet-là, hein, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je voulais faire deux, trois remarques. Déjà, toutes ces roches sédimentaires sont très souvent des ressources géologiques. D'accord? Donc, qui peuvent être minérales ou organiques. Minérales, ben, toutes les roches détritiques, donc tous les sables, graviers, etc., permettent d'obtenir du granulat qui est très utilisé pour les bétons, pour les routes, etc., etc. Les roches carbonatées pour la fabrication de ciment.
d'accord, le SO3 de moins. Les évaporites, en particulier les gypses, donc avec du SO4 de moins qui permettent d'obtenir le plâtre. D'accord. Et puis, vous avez des ressources organiques, donc carbonées, avec les gaz CH4, hein, méthane, le charbon et le pétrole. D'accord. Donc, vous voyez que là, vous avez tout un ensemble de ressources. Alors, il y a quelques roches qu'on a forcément vues et que je voulais vous remontrer. Donc, celle-ci, on l'a déjà vue rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est je pense que vous savez tous, là. Je crois qu'on l'avait déjà vu rapidement la semaine dernière. Voilà, c'est un silex, hein, tout à fait. Voilà. Et puis, vous en avez une autre. Donc là, j'en ai de deux types. C'est des roches rouges. Alors, il y en a une qui est très... non, c'est pas de l'argile. Alors, c'est pas du tout argileux. Donc, ça pourrait ressembler à de l'argile. C'est assez rouge. Ici, vous avez des tas de nodules très rouges, hein. Ça peut contenir un peu d'argile, mais c'est très dur. Ça ressemble un peu à de la tuile. Non, c'est pas des grès. Pas des diatomites. Les diatomites, c'est blanc et très léger. Ça, c'est dense. C'est de la bauxite, voilà, effectivement. Donc ça, c'est des bauxites. Alors, vraiment, pour reconnaître les bauxites, c'est cette couleur rouge. Ça va être une roche qui est dense, d'accord. Alors, ça va être soit la bauxite qui est en place, d'accord, qui s'est mise en place exactement au même endroit que là où la roche mère, le granit est altéré, d'accord, ou alors ça a eu un peu de transport. Euh, dans un ciment cimentaire, d'accord. Mais dans les deux cas, c'est de la bauxite, donc latérite ou d'autres types de bauxite. Est-ce que j'avais d'autres Juste, voilà, pour vous redonner les dépôts fluviaux. Donc, dans les dépôts fluviaux, hein, vous allez avoir des débris et la taille des débris va dépendre évidemment euh, du, de l'hydrodynamisme. Donc, plus vous allez être en pente, plus vous allez avoir des débris grossiers et plus vous allez être à proximité de la mer, plus vos débris vont être fins. D'accord. Donc, plus vos grèves, plus vous aurez des argiles, des limons, etc. OK. Je pense qu'on a bien fait le tour là de toutes ces roches. Et donc, ça va nous permettre de regarder un petit peu et de faire l'exercice de colle que vous aviez à faire. Alors, il faut que je partage. Donc, sur cet exercice de colle, en fait, on partait d'une carte géologique, d'accord, de Brignoles, donc un extrait de carte géologique de Brignoles que vous aviez à analyser, d'accord. Donc, si je reprends un petit peu les questions, donc je vais vous les redire parce que je ne les ai pas réécrites finalement. Donc, la première question était une question simplement de cours. Donc, plusieurs stratotypes sont définis en Provence. Donc, c'était tout un sujet. Alors, c'est un sujet d'Anna, là, Agroveto 2017. Donc, il n'y a pas très longtemps. Et c'est tout un sujet qui portait très fortement hein, sur la partie sédimentation, avec un petit peu aussi de histoire, géologie, sciences historiques, etc., etc. Donc, on vous demandait de définir ce que c'était qu'un stratotype et préciser dans quel type d'environnement sédimentaire ils sont en général établis. Donc là, on part d'un stratotype qui n'est pas un stratotype limite, c'est un stratotype classique. D'accord. Donc, en général, vous avez su me donner la définition du stratotype, surtout que vous avez fait le travail chez vous. Donc, effectivement, un stratotype, hein, c'est un ensemble, une unité stratigraphique qui correspond à un étage, unité de temps, d'accord, et qui va être définie sur une coupe continue.
D'accord. Donc normalement, on devrait avoir, une petite série sédimentaire bien complète et on va établir les stratotypes en général dans des zones, où il y a une sédimentation, assez calme, des zones relativement profondes et où on va avoir aussi, pas mal de données sédimentaires. Voilà, c'est ça qui définit les stratotypes. Donc ensuite, on vous demandait à l'aide du document 4. Donc le document 4, c'est euh, donc 4A, la légende, 4B, l'extrait de la carte, d'accord, de réaliser une coupe géologique à main levée le long du profil AB. Donc vous avez ce profil AB, d'accord. Euh, et donc avec les grandes structures tectoniques visibles sur cette coupe, d'accord. Donc ici, je vous rappelle que sur ce genre de coupe, mais là vous n'en aviez pas, on ne regarde pas le quaternaire, d'accord. Donc ici, vous aviez quand même des choses assez nettes à voir. Donc qu'est-ce que vous aviez à voir? Qu'est-ce qu'il fallait repérer? Deux plans anticlinaux. Alors, je veux bien que quelqu'un, je vous ai donné la possibilité d'écrire, me dessine l'axe des plis et la position des failles. Alors, c'est un sujet que j'avais donné en colle à quelques-uns d'entre vous. Hein. D'accord. Alors, bah, vous me faites l'axe des plis, vous marquez où est l'anticlinal, où est le synclinal. Donc ici, vous avez les coupes. Ici, alors, si je veux faire un axe, voilà, l'axe, il va être comme ça. D'accord. Si je dessine l'axe, moi, l'axe du pli, il est comme ça, à peu près. Hein. D'accord. Donc ce pli-là, c'est un pli avec les couches les plus récentes en haut, d'accord, et les couches les plus anciennes sur les périphéries. Donc on est sur un anticlinal. Et puis ici, effectivement, on a un axe, pardon, on est sur un synclinal, excusez-moi, et ici on a un axe anticlinal. D'accord. Là, on a des coupes, des failles. Donc ici, bah, on pourra dessiner en fonction des failles. Oui, pardon, je vous remets la souris. Donc je reprends. Ici, vous avez un grand axe, d'accord, d'un pli, qui est un pli avec les couches les plus récentes au centre, donc c'est un pli synclinal. Ici, vous avez un second pli, d'accord, qu'on voit ici. Alors là, il y a une faille qui le coupe, mais nous, on passe dans le pli, donc qui va être cette fois-ci un pli anticlinal avec les couches les plus anciennes au centre. Alors là, on n'a pas les couches très anciennes, hein, on a la couche la plus ancienne, c'est la jaune-orange, là, qui est la T79, ok, du trias. On a ici deux failles. Donc entre ces failles, ben, on va voir un petit peu. On a quelques indications de pendage, il me semble. Voilà, par exemple ici, ici. D'accord. Donc ils vont confirmer l'idée qu'on a des failles. Attention, ça, c'est pas du pendage. Hein, ça, c'est des indications de ressources. Donc vous aviez ici les différentes indications. Donc on voit qu'ici, on a les indications de pendage qui vous sont données. D'accord. Les indications, enfin, vous avez les indications de pendage. Vous ne donnez pas la légende pour les ressources. Et donc voilà le type de coupe que ça doit vous donner. Donc j'ai le A ici qui était au sud et le B au nord, donc sud-sud-ouest, nord-nord-est. Voilà. Vous avez un pli qui est vraiment isopaque, donc avec toutes les couches. Le pli est partout à peu près pareil, continu. Les couches sont toutes similaires. Et puis par contre ici, donc là c'était ce qui était difficile à dessiner. Et ici on a que la partie supérieure où là hein, on a des argiles rouges petit c, donc du Crétacé, et on a un dépôt qui est quasi horizontal visiblement. D'accord.
Axel, quand vous dites que vous ne comprenez pas les failles, vous ne comprenez pas qu'on dessine des failles ou vous ne comprenez pas ce qu'il y a à l'intérieur des failles? Ou comment ça s'est fait Ah, comment ça s'est fait? Alors, déjà, c'est pas le sujet ici, d'accord? Par contre, on est dans une zone, donc effectivement, qui est très plissée. On est dans une zone. Le pendage des couches dans les failles. Alors, on a ici une couche plus récente et ici des couches plus anciennes. D'accord? Donc, a priori, les couches plus anciennes sont sous les couches plus récentes. Ensuite, le pendage, je ne crois pas qu'il vous soit donné, mais en tout cas, on ne peut pas imaginer beaucoup de choses différentes. Après, si vous m'avez fait, là, on fait une sorte de demi-cercle, d'accord, d'arc de cercle. Mais si vous aviez fait quelque chose de beaucoup plus droit, ça passait aussi. Mais vous êtes obligé de me mettre le plus récent au-dessus des plus anciens. Donc c'est pour ça qu'on a fait comme ça. D'accord? Est-ce que ça répond à votre question, Axel? Alix, c'était Alix. Ah non, c'est. Ah, pour ça, pourquoi c'était une faille inverse et pas une faille normale? C'est pas indiqué hein, dans le. Alors, je reprends. Voilà. Donc, les failles ne sont pas forcément indiquées. Pourquoi on vous dit que c'est des failles inverses au pendage sud? Alors, pour regarder de plus près, en fait, ici, vous avez un V dans la vallée, avec ce cours d'eau, donc qui va m'indiquer le pendage de ma faille. J'ai du plus récent et du plus ancien, d'accord? Donc à partir de là, j'en déduis que j'ai une faille inverse. C'est-à-dire que le plus récent va aller par-dessus le plus ancien. Et donc là, c'est pareil, j'ai un V dans la vallée, donc j'ai bien mon pendage qui va, qui va, euh, qui va par ici, en fait, à chaque fois. Donc, qui va vers le sud parce que mon V dans la vallée va vers le sud. Est-ce que ça répond à vos questions? Donc, la faille, voilà, c'est vraiment, en fait, c'est comme quand on regarde avec une couche, quand on n'a pas d'indication de pendage, on cherche les vallées et les V dans la vallée. Donc, en gros, on cherche les cours d'eau et on regarde comment ça se comporte autour du cours d'eau. Voilà. Donc, il fallait répondre à la question 8 qu'on a un pli anticlinal symétrique à cœur T7 T9, donc celui-ci. Ensuite, un pli synclinal presque enfin, qui est à peu près symétrique aussi à cœur J5, d'accord. Et puis deux failles inverses à pendage sud qui entourent ce qu'on va appeler une écaille sédimentaire, si vous voulez. Là, je ne fais que vous lire le rapport du jury. Ok. Alors ensuite, question 9. Donc avant d'arriver là, on va reprendre ça. Donc, on vous demandait de regarder le Jurassique, d'accord, et d'indiquer un petit peu quelle information nous donne les différents sédiments qu'on observe dans le Jurassique. Donc, présenter succinctement la succession de lithologies rencontrées durant le Jurassique, puis proposer un contexte de sédimentation probable pour cette région à cette époque. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de sédiments dans le Jurassique? Là, on a ce qui nous intéresse, c'est la nature des sédiments. D'accord? On a des marneaux calcaires, des marnes, des calcaires, des marnes, des calcaires sublithographiques, donc qui sont quasiment lithographiques, des marnes, des calcaires, calcaires lithographiques, calcaire blanc, calcaire dolomie. Qu'est-ce que ça signifie, ce type de sédiment-là, sur les conditions de sédimentation? C'était ça la question, en fait. Oui,
Je vous remets la coupe et puis je vous mettrai ça dans le... Alors, normalement, il y a du son, Chloé. Hein. Donc, je vous remets la coupe pendant que vous répondez à la question sur le Jurassique. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a eu baisse et remontée du niveau marin, Alix? Ça veut dire qu'on est dans l'eau et qu'on est plutôt dans un niveau, des niveaux relativement profonds ou pas profonds? Alors, effectivement, si vous avez du calcaire, c'est qu'on est au-dessus de la CCD. Si on a des argiles, on est en dessous de la CCD. On n'a jamais d'argile, d'accord? Donc, on est toujours un peu au-dessus de la CCD, mais on peut imaginer qu'on s'éloigne, enfin, qu'on se rapproche plus ou moins de la CCD, d'accord? On a des choses profondes parce que tout est effectivement concordant, je suis bien d'accord. Et en fait, on peut imaginer que, par contre, la profondeur varie un peu, ce qui explique qu'on ait de temps en temps plutôt plus de calcaire ou plutôt plus d'argile, donc plutôt des marnes ou plutôt des marno-calcaires ou plutôt des calcaires. Le fait qu'on ait de temps en temps des calcaires sublithographiques, ça nous montre bien qu'on est dans un milieu très calme. D'accord. Quand on arrive aux Dolomies, c'est qu'on a c'est qu'on est sur, sur quelque chose d'un petit peu moins profond. Donc là, a priori, on est peut-être en milieu marin, mais pas très très profond, donc peut-être plutôt sur une plateforme continentale, fin de plateforme continentale. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu... Ce qui est important, c'est vraiment d'expliquer les variations entre calcaire et marne, donc avec un changement de profondeur et plus on va être profond, moins on va avoir de moins on va avoir de calcaire. Alors l'histoire des couches concordantes, Alix, on a une concordance, discordance sédimentaire, ça voudrait dire que on a certains étages qui ne sont pas représentés. Et ça s'interprète alors par une immersion qui a été à l'origine soit d'absence de sédimentation, soit d'érosion. D'accord. Or là, vous voyez, j'ai bien J1B, J2B, J2, 3, 4, 5, 6, 6 à 8, 9. Donc, je vois que j'ai quelque chose de continu dans ma sédimentation. Par contre, vous voyez qu'après J9, j'arrive à C7B et au 7.3. D'accord. Donc là, à ce niveau-là, vous voyez que j'ai quelque chose avec une grosse lacune de sédimentation. Donc là, il s'est vraiment passé quelque chose, d'accord, entre le Jurassique 9 et le Crétacé 1. Donc c'est pour ça que là, on peut dire que c'est concordant, et puis que la même discordance, au moins sédimentaire, pas forcément angulaire. Le fait que ce soit concordant, ça veut dire que c'est profond parce qu'il n'y a pas eu d'occasion d'avoir quelque chose d'émergé. On est toujours immergé. Pour que ça reste toujours immergé, hein, c'est que parce qu'on sait que les niveaux de la mer varient régulièrement, que le continent gagne sur la mer gagne sur le continent. On a des variations sans arrêt de ça. Et donc le fait qu'il y ait quelque chose de concordant, a priori, ça veut dire qu'on a des dépôts dans un bassin qui est relativement profond. Voilà, qui n'est pas émergé. Mais posez bien toutes vos questions, hein, parce que c'est vraiment important de faire de l'application sur tout ce qui est sédimentologie. Voilà. Donc ensuite, vous aviez exemple de ressources géologiques exploitées au sud de Brignoles. Donc vous aviez cette roche. Alors je vais répéter pour l'immersion, Lina, il n'y a aucun souci. En fait, ici, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est dans un bassin
relativement profond. Il y a plusieurs choses. Déjà, on a des dépôts calcaires, marneux, qui sont typiquement des dépôts qui se mettent en place dans des zones calmes et des zones plutôt assez profondes hein, pour avoir beaucoup d'argile. Peut-être qu'on est pas très loin de la CCD. Deuxième chose, si j'étais par exemple dans un lac, on pourrait imaginer qu'il y a des moments c'est immergé, des moments c'est émergé. Si j'étais vraiment tout au bord de la plage, pas très loin de la plage, mais dans une zone malgré tout calme, bassin d'Ariarark par exemple, etc., on pourrait imaginer qu'avec les variations de niveau de la mer, il y a des moments où c'est émergé, des moments où c'est immergé. Or là, je vois que j'ai des dépôts continus. J'arrête jamais d'avoir des dépôts, j'ai jamais de lacunes sédimentaires. D'accord? Donc ça signifie que on n'a jamais eu d'immersion. Donc, on a une sédimentation qui est continue. Donc, a priori, on est plutôt dans un bassin sédimentaire avec des eaux profondes. Voilà. Je pense que j'ai répondu à votre interrogation. Et donc, ça vous donne quelque chose de concordant. Tous les âges ont leur dépôt au Jurassique, de J1 à J9. Voilà. Alors, on arrive sur cette roche. Donc là, les questions n'étaient pas difficiles. Franchement, hein, vous voyez qu'à l'agro, hein, vous pouvez vraiment facilement gagner des points en géologie, pour peu que vous ayez bien appris votre cours, que vous soyez bien au point. Vous avez vraiment des points à gagner. Il faut un travail régulier, mais franchement, ça vaut la peine. Donc ici, on reconnaît une roche bien rouge avec des sortes d'inclusions, hein, un peu rondes, très 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 rouges. On vous donnait la composition, Al2O3. Alors, je suis désolée, en faisant les copier-coller, je n'ai pas remis en exposant, etc. Mais vous savez. Donc, Al2O3, c'est de la gypsite. Fe2O3, c'est de l'hématite. FiO2, de l'eau, et puis d'autres choses. D'accord? Donc ça, c'est typiquement quel type de roche? On vous dit que, d'ailleurs, la composition minéralogique, c'est gypsite, goethite, kaolinite. On est dans une bauxite, d'accord? Et les bauxites se mettent en place. Alors, je vais reprendre les questions, ce sera mieux. Hop, attendez 2 minutes, voilà. Donc, la première question, à l'aide des données chimiques minéralogiques, identifier la roche A. Quel est son intérêt économique à la gypsite? En tout cas, à la bauxite. Hein, c'est des minerais d'aluminium, minerais de fer, selon le type de bauxite. Nommer et commenter les processus à l'œuvre dans les réactions présentées. Donc là, on vous donnait carrément les réactions. Donc ici, on passe il me manque une lettre, c'est illite. Hein. De l'orthose à l'illite, donc c'est une bisialitisation, une monosialitisation pour la passage avec la kaolinite, et puis ici, une alitisation. Hein, je ne vous refais pas le cours, c'était assez facile à voir. À l'aide de vos connaissances, expliquez les processus chimiques, les conditions et les facteurs géologiques et environnementaux ayant permis la mise en place de la roche A. Donc là, c'était assez facile aussi, c'était vraiment du cours. Donc on parle d'une roche-mère qui était un granit, d'accord? Et on va avoir des phénomènes essentiellement d'hydrolyse, d'accord? Dans des conditions de haute température et forte humidité. Donc, qui vont donner du coup l'ensemble de ces structures. Voilà. Donc rien de très compliqué ici sur cette deuxième partie. Vous voyez que ces questions-là, hein, vous étiez tous capables d'y répondre et vous auriez, en ayant bien appris votre cours, été tous capables d'avoir d'excellentes notes. Ok. Donc ça doit vous rassurer. Oui, gypsite, il manque le S. Vous avez l'habitude qu'il manque quelques mots, quelques lettres. Hein, vous savez faire. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions de plus sur cet exercice de colle, donc je vous mettrai
au moins le corriger de la coupe, hein, sur Classroom. Et puis, on va passer donc au dernier chapitre. Alors, le dernier chapitre, je viens de le mettre sur Classroom dans la matinée, hein. J'espérais le finir plus vite, mais j'ai mis pas mal de temps à le réécrire. J'y ai intégré tous les exercices du TP, que j'avais fait, hein. L'année dernière, j'avais fait 3 TP de sédimentaux. En fait, ça faisait plein de redites et j'ai pas mal réorganisé ce cours par rapport à ce que j'avais fait l'année dernière. En fait, tout le cours de sédimentaux, j'ai complètement réorganisé. C'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps. J'ai aussi commencé à corriger vos copies, donc c'est pour ça que j'ai pas encore corrigé sur Classroom vos exercices, mais ça ne saurait tarder. Donc, ce dernier chapitre s'intitule Bassin sédimentaire et formation des roches. D'accord. Pour ce dernier chapitre, en fait, on va aborder des notions qui reprennent un petit peu des choses qu'on a vues et qui permettent vraiment, en fait, à partir de l'étude des bassins sédimentaires, des études directes, mais aussi des études indirectes, de reconstituer l'histoire géologique d'une région. D'accord. Donc, c'est toujours la même histoire. Simplement là, plutôt que de s'intéresser aux roches en elles-mêmes et à ce qu'elles contiennent, on va s'intéresser à la géométrie, en fait, des différents dépôts sédimentaires. On va essayer aussi de comprendre comment on passe de la roche au sédiment. Donc, la première chose, c'est que je vais vous proposer un exercice. Donc ici, je vais vous donner quelques minutes pour le faire. D'accord. C'est des exercices qu'on avait déjà fait en début d'année quand on avait étudié la dynamique de la lithosphère, dynamique horizontale, mais également dynamique verticale. Donc la dynamique verticale, c'est en particulier les phénomènes de subsidence. C'est-à-dire que pour que vous puissiez avoir de la sédimentation, d'accord, accumulation de sédiments sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs milliers de mètres, plusieurs kilomètres, eh bien ça va s'expliquer et ça ne peut se faire que si j'ai un enfoncement de mon bassin, d'accord, de mon bassin sédimentaire. Donc un bassin sédimentaire, c'est une zone qui s'enfonce, c'est une zone qui est en subsidence. Et donc à ce moment-là, on accumule des sédiments. Vous imaginez que sinon les sédiments ils se déposent, puis ils vont être un peu en relief et vite remobilisés au moindre coup de vent, au moindre coup de pluie. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très particulier. La question qu'on se pose, c'est qu'on va regarder les densités moyennes des séries sédimentaires, d'accord? Et on va essayer de s'intéresser et de se poser la question, dans un bassin, la subsidence, elle vient d'où? D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a de la subsidence? On avait vu un exemple possible de subsidence, c'est une subsidence dite tectonique. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements tectoniques, formation d'un rift, il y a une subsidence, un enfoncement. D'accord? Et on avait fait ces études-là sur la Limagne en début d'année. On avait observé qu'en fait, la subsidence tectonique n'expliquait pas l'accumulation de tous les sédiments que l'on observe. Donc, on veut s'intéresser ici à ce qu'on appelle la subsidence vraie, c'est-à-dire la subsidence tectonique, et ensuite la subsidence sédimentaire, c'est-à-dire l'affaissement lié à l'effet de la charge des sédiments. Donc, pour ça, eh bien, en fait, il faut imaginer qu'on a, au départ, on avait cette colonne-là, d'accord, cette colonne de droite, donc de l'eau, mon socle, puisqu'il y a sous le socle, et ça, donc, on s'était enfoncé de tant de mètres, hein, qui correspond à la subsidence vraie, ce qui expliquait la présence d'eau. Or, dans ce bassin, se sont déposés des sédiments qui ont en fait pesé sur l'ensemble et qui ont été à l'origine d'une subsidence sédimentaire. D'accord? Donc, qui s'ajoute à la subsidence vraie. Et on veut essayer de voir dans l'enfoncement qu'on a, c'est-à-dire là ici on a 4,64 de, 4,64 km de sédiments, et on aimerait savoir si sur ces 4,4 km, qu'est-ce qui est dû à la tectonique et qu'est-ce qui est dû au sédiment. Donc je vous laisse réfléchir au calcul. Déjà, qu'est-ce que vous allez appliquer? Et puis ensuite, on corrige.
Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à écrire, hein. Il va falloir écrire une égalité. Grosso modo, on va prendre des cols. Voilà, on applique tout à fait la conservation de la matière. Je suis d'accord avec vous, Marine. Donc, c'est très simple comme calcul. Conservation de la matière, conservation des masses, surtout. C'est-à-dire que la masse de cette colonne ici égale la masse de cette colonne ici. Et on va considérer que c'est une colonne qui a une tranche d'une unité. Ah, pourtant, donc la masse de cette colonne ici, vous voyez la souris, je pense, égale à la masse de cette colonne ici. J'aimerais bien une petite égalité. Alors, vous allez prendre la densité moyenne, hein. Vous n'allez pas calculer à chaque fois la masse de chacun des types de sédiments. Avec la densité de chacun des sédiments, on va prendre la densité moyenne qui est petit, petit E. Non, E, c'est l'épaisseur. On va prendre la densité moyenne qu'on va appeler rho m, d'accord, des sédiments. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire une égalité? Allez! C'est compliqué pour vous, ça? J'ai l'impression de parler dans le vide. 4,64 fois densité moyenne, d'accord, égale. D'accord. Donc, en fait, les questions, elles sont écrites sur l'écran, hein, Morgane, ou elles sont écrites dans votre poly. E petit e fois densité de l'eau. Alors, attention, parce que l'épaisseur ici de l'eau, c'est 1,03 et l'épaisseur des sédiments, c'est 2,32. D'accord? Et on ne peut pas dire que ça, c'est égal à ça. C'est-à-dire que la masse de ça, c'est égal à la masse de ça. C'est-à-dire que la masse de cette colonne ici de sédiments, qui fait 2,32 km, est égale à la masse de cette colonne ici de 2,32 km, où j'ai 1,03 km d'eau. J'ai combien? Z, là, c'est combien? Pas. Et puis, une partie qui est du socle de croûte continentale et une partie qui est du manteau supérieur. Alors, sinon, on peut prendre toute la colonne, oui, si on veut. Alors, je vais vous le faire. Donc, on prend ρm, densité moyenne des sédiments, ρs, densité moyenne du socle,
Rho, densité de l'eau, petit e, épaisseur des sédiments, petit z, épaisseur de socle entre les sédiments et la surface de compensation. Donc, on a, pardon, je reprends ici. Ça dépend, c'est les densités, les chiffres qui sont écrits. Les épaisseurs, c'est sur le côté. D'accord? Et finalement, cette quantité-là et cette quantité-là, c'est la même chose. D'accord? Donc ça, on peut enlever. Et ici, j'ai ma surface de compensation. Donc, cette partie de socle que vous avez ici, cette partie de socle que vous avez ici, c'est la même chose. Là, j'ai ma surface de compensation. Et là, j'ai E moins SV. Donc, c'est bon, j'ai toutes les données qu'il me faut. D'accord? Épaisseur des sédiments. Z, épaisseur du socle entre les sédiments et la surface de compensation. SV, c'est la subsidence vraie. D'accord? Pour calculer la subsidence vraie, on considère que les deux colonnes ont la même masse. Le volume de ces deux colonnes est identique et égal à la surface fois la hauteur. On considère dans nos calculs que la surface est de 1 unité. On peut donc écrire l'égalité suivante. Donc, masse volumique moyenne des sédiments fois l'épaisseur des sédiments, plus masse volumique du socle fois l'épaisseur de socle, d'accord? C'est égal à masse volumique de l'eau fois SV, d'accord? Plus masse volumique du socle fois masse volumique, enfin fois l'épaisseur du socle, plus masse volumique du manteau, petit m. Alors je suis désolée, j'ai pas remplacé par un rho, là c'était un point d'interrogation, fois E moins VS. D'accord? Ça, ce masse volumique du manteau fois E moins VS, ça représente cette partie-là. D'accord? De même que le ρS, donc masse volumique du socle, moins fois épaisseur fois Z, d'accord? Épaisseur du socle entre les sédiments et la surface de compensation. Ça, là, c'est ça, et vous l'avez dans les deux parties de mon égalité. Donc cette partie-là et cette partie-là, je peux l'enlever. Qu'est-ce qui n'est pas compris? Je prends deux masses identiques, je prends deux colonnes et j'ai les mêmes masses. Donc ici, j'ai masse volumique du sédiment fois épaisseur de sédiment, masse volumique du socle fois épaisseur du socle. Ici, j'ai masse volumique de l'eau fois l'épaisseur de l'eau, masse volumique du socle fois l'épaisseur du socle, masse volumique du manteau fois l'épaisseur du manteau. C'est tout. D'accord? Masse volumique du socle fois épaisseur du socle, je le retrouve sur les deux côtés de l'égalité. Donc, je vais pouvoir l'enlever. D'accord? Donc ça, je l'enlève des deux côtés. Je me retrouve masse volumique moyenne des sédiments fois l'épaisseur des sédiments égale masse volumique de l'eau fois SV plus masse volumique du manteau fois E moins SV. Ma seule inconnue, c'est SV et je retrouve SV. D'accord? Donc ça, c'est les petits calculs simples. C'est vraiment loi de conservation des maths que vous devez être capable de refaire. D'accord? Donc ça, je vais vous le mettre sur le drive juste après. Je ne voulais pas vous le mettre avant pour que vous n'ayez pas tous les corrigés. Alors, on va continuer cet exercice. En fait, les choses ne sont pas aussi simples. Quand on retrace l'histoire de la subsidence, d'accord, on applique une méthode qui s'appelle le backstripping, qui consiste à retirer une à une chaque unité sédimentaire et à recalculer en fait la nouvelle densité et la nouvelle épaisseur de la séquence restante en décompactant un petit peu mes sédiments. C'est-à-dire que mes sédiments, plus ils vont s'enfoncer, plus ils vont être recouverts de nouveaux sédiments, plus ils vont avoir tendance à se compacter. Ça va être un des éléments importants de la
transformation de ces sédiments en roches qu'on appelle la diagenèse, d'accord. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, regardez ici, hein, j'enlève les sédiments, je décompacte. Donc ça, je vais faire un calcul en fonction de la tête qu'ont aujourd'hui mes sédiments, etc. Je décompacte, d'accord. Je fais une correction isostatique, c'est-à-dire que l'effet de la charge A disparaît, d'accord. Et donc, je vais pouvoir connaître quel était l'effet de la charge A. Et donc, je vais avoir ce qui va me rester, qui est en fait la subsidence tectonique. C'est-à-dire que ce qui reste ici, alors je vais remontrer la souris. Alors, pourquoi SS affaiblissement total moins SE? C'est où ça? Ah oui. Question 2. La charge des sédiments. Donc, SV, c'est ce qu'on appelle la subsidence vraie, c'est-à-dire la subsidence liée au phénomène tectonique. Et SS, c'est la subsidence sédimentaire, c'est-à-dire la subsidence un petit peu secondaire qui est liée à la charge des sédiments. Donc, c'est ce qu'on voit ici, si vous voulez. On revient, vous voyez, sur cette diapositive, on revient en arrière. On en est ici à cette époque, d'accord? Vous avez de l'eau. Vous allez avoir un petit enfoncement, d'accord? Et ce petit enfoncement va permettre d'avoir un plus grand enfoncement parce qu'on va positionner A, d'accord? Par ailleurs, A, il va compacter tout ça après, etc. D'accord? Donc, en fait, quand vous avez des phénomènes de subsidence et de bassin sédimentaire, très souvent, on commence par avoir un phénomène qui est plutôt d'ordre tectonique, d'accord? Ou qui peut être lié aussi à des variations du niveau marin. Si on augmente énormément le niveau marin ou le niveau d'eau, pour une raison ou pour une autre, hein, on peut être en intracontinental, on va avoir tout d'un coup un bassin qui est plus important, d'accord? Mais finalement, le dépôt de sédiments qui va suivre va être lié à ce phénomène-là, mais également aux dépôts de sédiments qui ont tendance à augmenter la subsidence. Voilà. OK? Donc, quand on fait ça, d'accord, vous avez tout un tableau qui vous donne l'épaisseur cumulée, la masse volumique, et puis on pourrait faire le calcul à chaque fois. On vous fait grâce de tous ces calculs et on vous donne juste la courbe qui résulte. Donc, on se met en fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a une subsidence totale de 5 km, d'accord? Enfin, de 4,6 km, qui est ici, d'accord? Sur cette subsidence totale, on considère qu'il y a 2 km qui sont de la subsidence vraie, d'accord? Et 2 km et demi qui sont liés à la charge des sédiments. Quand on regarde au cours du temps, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on observe? Si on avait à commenter les courbes obtenues. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'effet? Voilà. Effectivement, l'effet de la charge des sédiments augmente plus rapidement et va permettre, d'une certaine manière, un emballement de la subsidence. D'accord? Et en fait, c'est comme ça qu'on explique qu'on puisse avoir des bassins sédimentaires de plusieurs kilomètres de profondeur. On n'arriverait pas à l'expliquer simplement par de la subsidence tectonique. D'accord? Alors, si je reprends un petit peu le cours, hein, on est dans le grand 1, à la roche, la diagénèse. Donc, dans ce cours, on fera 3 grandes parties. Donc, la diagénèse, c'est-à-dire comment, dans les bassins en subsidence, on va avoir comme ça un enfoncement de mes sédiments qui va permettre de se faire une transformation de ces sédiments qui sont meubles en une roche. Donc, ce n'est pas la même chose, le sédiment et la roche sédimentaire. Ensuite, on verra qu'il y a plein de méthodes d'études
pour les bassins sédimentaires qui peuvent être des méthodes directes ou des méthodes indirectes. Et enfin, on fera ce qu'on appelle la stratigraphie séquentielle, en particulier le modèle de Weil. Voilà. Donc, il est déjà 15 heures. Je vais juste parler de la subsidence, d'accord, qui enfuit les sédiments. Donc, la subsidence, ça désigne donc l'enfoncement de la surface du sol. Si on exclut les bassins océaniques dont l'épaisseur est de l'ordre du kilomètre, voire plus, la majeure partie des bassins sédimentaires en activité ont une profondeur très limitée, d'accord, quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Or, cette profondeur multipliée par la surface du bassin correspond à l'espace disponible pour la sédimentation. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. D'accord. Cette accommodation, c'est l'espace disponible. On voit que c'est un espace qui est relativement limité et pourtant on a des accumulations de sédiments sur plusieurs kilomètres. D'accord. Donc, on en déduit qu'il y a régulièrement de nouveaux espaces disponibles qui vont se créer. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle la subsidence. Donc, on va avoir trois grands types de subsidence. La subsidence thermique, c'est celle qu'on a observée au niveau des planchers océaniques. Vous vous souvenez, quand la lithosphère vieillit, elle refroidit. Donc, ça limite lithosphère, asténosphère s'enfonce, devient plus profonde. D'accord. À ce moment-là, du coup, la lithosphère devient plus dense et elle s'enfonce. D'accord. Donc, ça, c'est la subsidence thermique qui explique d'ailleurs que les dorsales soient bien plus élevées que les plaines abyssales et qu'au niveau des plaines abyssales, on ait beaucoup de sédiments qui se sont accumulés. Alors, on retrouve ce même type de subsidence thermique dans ce qu'on appelle les bassins cratoniques. Alors, ce n'est pas forcément complètement à votre programme, mais je peux vous en parler. Ce sont les gros bassins continentaux à évolution très lente, comme le bassin parisien, le bassin aquitain, où là aussi, on a une forme de subsidence thermique. Et du coup, une accumulation de sédiments. Mais alors là, c'est sur des temps très, très, très longs. On a aussi la subsidence tectonique. C'est les fossés d'effondrement, comme la Limagne, etc. D'accord. Et puis, s'ajoute à ces deux phénomènes de subsidence, une subsidence sédimentaire, qui est un enfoncement dû aux dépôts sédimentaires. C'est-à-dire que les sédiments appellent les sédiments. D'accord. On augmente la quantité totale de sédiments qui peut être déposée dans l'espace disponible et la subsidence ne permet pas d'initier la sédimentation. D'accord. Par contre, elle augmente l'espace disponible engendré par des subsidences thermiques ou tectoniques. Voilà. Donc, on va maintenant voir les mécanismes de diagénèse. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais vous mettre. Donc, du sédiment à la roche et les mécanismes de diagénèse associés à la subsidence. Donc, ce n'est pas à la diagénèse, c'est à la subsidence. Alors, j'ai corrigé sur la dernière version que j'ai posée sur Classroom, mais au départ, ce n'était pas forcément le bon titre, donc je ne sais pas ce que vous avez imprimé. Ce que je vous propose, comme on a 2 heures, c'est de prendre 3 minutes de pause, 3-4 minutes de pause. Vous relisez ce que vous avez fait, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez commencer à prendre connaissance de la suite du cours rapidement ou télécharger le cours si vous ne l'aviez pas fait. Je vous reprends, j'ai 15h05 sur mon ordinateur, je vous reprends exactement à 15h08, le temps de boire un verre d'eau, etc.
Voilà, je pense que vous êtes toujours tous là, quasiment. Avant de continuer, j'ai oublié de vous dire deux choses. Première chose concernant les TIPE, donc je suis en train de faire le planning de passage de vos TIPE, donc vous passerez les lundis 22, 23 et 24 juin. Ce qui fait que jeudi et vendredi 25, 26, vous serez assez tranquille, on terminera bien les programmes. Donc, ce qu'on a vu avec Madame Baqueta et Monsieur Pichoro, c'est qu'en fait, il nous faut vos rapports au plus tard le lundi 15 juin, mais vous pouvez les déposer plus tôt, d'accord? À partir du 8 juin, ça ira très bien, d'autant qu'il vous faut du temps pour faire le diaporama de présentation. Donc, le diaporama, c'est un diaporama par groupe, d'accord? Et il faudra le déposer sur l'ENT ou sur Classroom, mais le mieux c'est sur l'ENT pour vos TIPE. Donc la veille, enfin le vendredi, la veille de votre passage. Voilà, comme ça, moi je le mettrai sur Classroom au moment où vous passez. Ce sera beaucoup plus simple. L'autre point, c'était sur les polis d'embryo, parce que c'est un vrai sketch, je les ai toujours pas reçus. Donc, je vais les mettre sur Classroom parce qu'on va commencer l'embryologie vendredi de toute façon et on commencera par le TP. D'accord. Donc, je vous dirai de quelle page vous avez besoin. Pour ceux qui passent récupérer à l'internat, récupérer leurs affaires, hein, normalement, demain matin, je devrais avoir les polis, mais maintenant, je ne crois plus à rien. On me les avait promis pour vendredi dernier, donc là, je ne sais pas quand est-ce que je les aurai. C'est pas mal que vous ayez ce que je vous ai fait faire parce que normalement, il y a des planches couleurs. Voilà. Alors, on revient à la diagenèse. Donc, quels vont être les mécanismes liés à la subsidence, associés à la subsidence? En fait, deux mécanismes importants. Des mécanismes qui sont purement physiques de compaction, d'accord? Et puis des transformations qui sont physico-chimiques, d'accord? Alors, mécanisme de compaction, c'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la cause de la subsidence, hein, ben, quand vous rajoutez, vous augmentez la hauteur de sédiments, vous augmentez la pression en profondeur, et donc vous allez avoir tendance à compacter les, les sédiments. C'est-à-dire que ces sédiments, très souvent, ils se déposent, et puis il y a plein de porosité entre les sédiments. D'accord? Et donc, dans ces pores, donc la porosité, c'est le volume relatif des vides par rapport à la roche. En fait, dans ces pores, vous allez avoir des liquides, donc essentiellement de l'eau. D'accord? Alors, quand c'est en profondeur, ça peut être éventuellement des hydrocarbures. Donc, on s'intéresse beaucoup aux roches qui sont poreuses, qui peuvent être des roches magasins pour les hydrocarbures, ou des roches magasins pour l'eau, hein, pour de l'eau ancienne. Bon, ici, donc, ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure qu'on va avoir compaction, là, regardez, on regarde ce sable rouge, ce sable. Donc, au fur et à mesure, en fait, eh bien, la porosité va diminuer et donc l'eau va être expulsée. Donc, les fluides vont être expulsés. D'accord? Et donc, bah, simplement, votre sable prendra un volume beaucoup plus faible qu'au départ. Cette compaction, elle est particulièrement efficace et importante dans le cas des sédiments très fins, comme les sédiments argileux, d'accord, dont la porosité initiale était très importante. Ensuite, une fois que toute la porosité, une fois que la compaction est très importante, très souvent les pores vont ensuite être remplis par un ciment. Mais là, ce n'est plus seulement une transformation physique, ça va être une transformation chimique. Donc, on passe dans la deuxième partie. Donc, on va parler de cimentation par précipitation. Donc, on avait vu hein, dans le cours, dans le TP, oui, c'est en TP qu'on a vu ça, hein, qu'on peut avoir soit une matrice, soit un ciment qui relie les éléments figurés, par exemple d'une roche carbonatée. D'accord? La différence entre les deux, les deux sont très différents. Une matrice, c'est lié à des dépôts fins, d'accord, type argileux, etc., qui se sont mis en place, qui se sont déposés en même temps que ces éléments figurés, alors qu'un ciment,
c'est quelque chose qui va se précipiter après coup. D'accord? Donc, la cimentation, c'est un phénomène de diagénèse. Donc, si c'est sans sédimentaire, on a une matrice et ça va s'appeler une micro. Si c'est post-sédimentaire, ça va être un ciment et ça s'appelle une sparite. Alors, qu'est-ce qui permet de savoir si on a plutôt une micrite ou une sparite? Eh bien, c'est assez caractéristique. Donc ici, vous avez le même échantillon. Là, on le voit très, très bien. C'est qu'en général, donc les ciments, ils vont se mettre en place euh, à partir des éléments figurés. D'accord? Donc, ils vont précipiter autour des éléments figurés et on va du coup bien reconnaître, bien repérer en fait ces dépôts. D'accord? Et donc, vous voyez ici, vous avez un élément figuré et tout autour de cet élément figuré, on a de la calcite. Donc, il forme un ciment. On voit qu'il reste des pores ici. Alors, parfois, tout est cimenté. Donc, on voit bien hein, partout autour de mes éléments figurés, j'ai de la calcite et c'est cette calcite qui colle les éléments figurés entre eux. D'accord? Donc, sur cet échantillon, donc là, c'est de la microscopie photonique, simple. Hein. Donc voilà, hein, pour séparer un ciment d'une matrice, qu'est-ce qu'on va voir dans le ciment? On va voir tous ces petits cristaux hein, qui sont comme ça, qui irradient autour des éléments figurés, alors que dans une matrice, on n'a pas ça du tout. On a quelque chose de beaucoup plus homogène. Donc ici, vous avez un échantillon en microscopie photonique. Alors, on est en lumière polarisée analysée. On repère d'ailleurs les cristaux de calcite. Hein, ici, ce sont des cristaux de calcite qu'on repère bien. On a une échelle. Donc, j'aimerais bien, alors toute cette roche, hein, partout en fait, c'est des carbonates, ça fait effervescence à l'acide. Donc, j'aimerais bien que vous me donniez le nom de cette roche, mais aussi que vous m'indiquiez un petit peu l'histoire de cette roche. Qu'est-ce qui s'est formé en premier? Dans quel type alors, ce n'est pas des coccolithophoridés. Effectivement, ce sont des zoolithes, donc c'est un calcaire oolithique. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est des zoolithes? Histoire de cette roche sédimentaire, c'est-à-dire que dans quelles conditions est-ce qu'elle a été formée? Est-ce qu'elle a été formée en une fois, en plusieurs temps, etc., etc. Donc, je suis d'accord avec Chloé, hein, il s'agit bien d'oolithes, ces éléments figurés. Donc, on est sur un calcaire oolithique qu'on appelle aussi une grindstone, ou une packstone d'ailleurs. Qu'est-ce qui me permet de dire que ce sont des oolithes? Oui, donc les carbonates se sont développés en premier. Euh, D'accord. Alors les carbonates, en fait, je dirais les oolithes se sont développés en premier. Elles sont carbonatées. Hein. Et on voit que ce sont des oolithes parce qu'on a les cernes de croissance tout autour, vous voyez, qu'on reconnaît bien. D'accord? Donc, on a ici une impureté à partir de laquelle on a fabriqué des carbonates avec des croissances de carbonates. Et ça se fait petit à petit dans un milieu qui est relativement agité, peu profond. Peu profonde. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, cimentation avec de la calcite. Je suis d'accord avec vous. Donc, alors c'est écrit en tout petit. Excusez-moi, j'ai pas grossi. Donc, formation de d'oolite dans un milieu à haute énergie, d'accord, des eaux température plutôt élevée, faible profondeur pour arriver à avoir ce dépôt de carbonate. Ensuite, sédimentation d'un sable oolitique avec 100 particules fines. Donc, on est toujours dans un milieu à haute énergie pour qu'il n'y ait que les oolites qui sédimentent. Puis, cimentation de ce sable par précipitation de la calcite cristalline de type sparite, d'accord, diagénèse, ou ça peut être éventuellement tardis sédimentaire.
Voilà. Donc là, vous racontez vraiment l'histoire de toute votre roche sédimentaire. Alors, le deuxième phénomène, après les précipitations, c'est cette fois-ci des phénomènes de dissolution. D'accord? Donc, on peut avoir de la dissolution qui va affecter en particulier certains cristaux plus solubles que d'autres, donc la silice, les carbonates. Alors, parmi les carbonates, c'est en particulier l'aragonite. Vous savez qu'il y a deux types de carbonates, la calcite et l'aragonite. L'aragonite, elle est essentiellement produite par certains mollusques et l'aragonite est moins stable, donc elle va plus facilement être dissoute. Cette dissolution, en fait, c'est à l'origine d'une porosité qui est secondaire, d'accord, qui pourra permettre le stockage d'hydrocarbures. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dissolution, elle ne va pas avoir lieu partout de façon homogène dans une roche. Elle va avoir lieu dans des zones où la pression est plus importante. D'accord? Pourquoi? Parce que les, les éléments sont plus solubles quand la pression augmente. D'accord? Et donc, on parle de phénomène de pression-dissolution. Donc ici, par exemple, on a des particules, d'accord? Et donc, on va avoir des circulations d'eau et on a une précompaction, l'eau va pouvoir partir, etc. Et puis après, on a une compaction associée à de la cimentation et très souvent, vous allez avoir ici de la dissolution avec des marques de dissolution et puis autour de la précipitation. D'accord? Alors, comment ça se traduit? Ça se traduit un peu différemment quand vous avez des quartz, de la silice, et quand vous allez avoir des carbonates. D'accord? Quand vous avez des grains de quartz, en général, on va avoir un phénomène de dissolution dite concavo-convexe. D'accord? Où en fait, on a l'impression que, alors on le voit bien ici, hein, que les grains de quartz se pénètrent les uns dans les autres. D'accord? Comme ça, ici, hein, on a l'impression, donc vous voyez, celui-ci a l'air de pénétrer comme ça dans celui-ci. Pareil, celui-ci, là, vous voyez, on a l'impression qu'il pénètre, ce petit bout-là, dans celui-ci. Donc, vous avez un joint comme ça qui est convexe d'un côté, concave de l'autre. Donc, c'est le document 4 qui est à votre disposition. On voit bien qu'en fait, les grains se pénètrent les uns dans les autres, font des contacts hein, qu'on appelle concavo-convexes, et c'est des joints de dissolution. Au niveau des carbonates, on va avoir un phénomène différent avec des joints qui sont beaucoup moins continus, qui sont beaucoup plus découpés et qu'on appelle les stylolites. Donc, si vous vous souvenez bien, quand on était allé voir le palais de justice, d'accord, donc les piliers du palais de justice étaient constitués de calcaire, calcaire de Villebois, dans lequel on observait vraiment très très bien ces joints stylolithiques, donc qui sont liés à des zones de forte pression, d'accord, des contacts avec forte pression. On observait aussi des figures de bioturbation, etc. D'accord? Donc les joints stylolithiques, ils se mettent en place au moment de la diagenèse, d'accord, par phénomène de surpression. Et comme en fait dans les carbonates on a beaucoup d'impuretés, eh bien il y a des fois où c'est cette zone-là qui va, par exemple cette zone-là, cette partie-là qui s'est mieux dissoute. Enfin en fait, si je prends cette roche-là, là où j'ai un pic, c'est que la roche qui était au-dessus, c'est mieux dissoute. Là où j'ai un creux, c'est que la roche qui est en dessous, c'est mieux dissoute. D'accord? Et comme il y a plein d'impuretés, bien, c'est soit l'un, soit l'autre qui va se dissoudre. Donc voilà, typiquement des joints stylolithiques. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai un joint stylolithique ici et j'ai un joint stylolithique ici. Donc ça veut dire que là, j'ai une roche qui a été déplacée et j'ai à nouveau formation de stylolite après un déplacement. D'accord? Bon, voilà des joints stylolithiques typiques qu'on peut retrouver vraiment même au milieu de d'oolite. Voilà. Donc ça, c'est dissolution. On peut également avoir des phénomènes de recristallisation. Alors, les phénomènes de recristallisation, en fait, ça va être des modifications, les modifications pression-température
peuvent, pour une même composition chimique, donc sans modification de composition chimique, modifier en fait mes cristaux. Par exemple, très facilement, on va avoir l'aragonite qui va être transformé en calcite plus stable. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de dissolution, mais simplement une modification de la structure cristalline. C'est pareil pour la silice. Hein. Quand vous avez en fait les tests siliceux des radiolaires ou des diatomées, ce sont des tests qui ne sont pas en fait cristallisés, c'est de l'opale, SiO2, d'accord. Et cette opale, elle va être sous pression petit à petit transformée en quartz. Et pour passer de l'opale classique, l'opale A au quartz, eh bien, vous allez avoir une compaction de 85%. D'accord. Donc, vous voyez que vous avez une compaction très, très forte qui permet de passer de l'un à l'autre. Diminution de 85% du volume. D'accord. Alors, là, franchement, on parle de diagenèse, mais on est presque dans du métamorphisme. D'accord. Métamorphisme, c'est transformation à l'état solide des minéraux. On garde les mêmes composants, mais on réorganise les minéraux. Ça, c'est du métamorphisme. Alors, comme ici, c'est vraiment très basse pression, basse température, c'est juste lié à l'enfouissement. On garde ça dans la diagenèse. D'accord. Alors, il y a aussi des recristallisations avec des changements de composition chimique, c'est-à-dire qui sont liés à la circulation des fluides qui vont recristalliser. Par exemple, vous pouvez avoir de la dissolution d'aragonite et ce qui a été dissous va recristalliser sous forme, ici, de quartz. D'accord. Donc là, vous avez des cristaux de quartz au milieu de la calcite. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, très souvent, ce qui va recristalliser, ce qui va être dissous et permettre des zones de recristallisation dans les pores. Donc, dissolution, mise en place de pores secondaires, puis recristallisation au sein de ces pores, ben, ça va être les fossiles. Ce qui fait qu'on va avoir des fossiles qui vont être d'une nature différente de la roche qui les entoure. D'accord. Alors, un exemple qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle la dolomitisation, c'est-à-dire qu'on transforme la calcite en dolomite, d'accord, en rajoutant du magnésium. C'est-à-dire, au lieu d'avoir Ca2, CaCO3, on a CaMg, CO3 deux fois, d'accord. Mais on peut aussi avoir de la recristallisation avec de la silice, du quartz, de la pyrite, etc., etc. Et ce qui permet d'avoir de très beaux fossiles. Ici, donc, c'est recristallisation, beaucoup de quartz, un peu de pyrite, de troncs d'arbres, d'accord. Et puis ici, on a une belle ammonite en pyrite. Donc là, c'est magnifique. Vous voyez que tout n'a pas recristallisé, on a encore des pores. Enfin, les pores ont été en partie conservés. Donc, si on reprend, ça c'est votre document 2, la diagenèse va correspondre à des processus de transformation du sédiment qui affectent de façon différentielle les différents constituants des futures roches sédimentaires en fonction de la granulométrie. Donc, ça va être plus ou moins sensible à la compaction, de la composition chimique, etc., etc. Et donc, ces processus qui ont eu lieu petit à petit vont être perceptibles ensuite quand on regarde la roche sédimentaire. En regardant la roche sédimentaire, on va pouvoir retracer les différentes phases par lesquelles elle est passée. Quels étaient les sédiments, quels ont été les phénomènes de diagenèse. D'accord. Donc, par exemple, on peut avoir assez vite une dégradation de la matière organique, la néoformation de nouveaux minéraux. On peut avoir donc des phénomènes de compaction qui commencent du début et qui vont avoir tendance à augmenter, de sédimentation, de la déshydratation intense, etc., etc. D'accord. Donc on a en fait les trois phénomènes les plus importants, c'est vraiment compaction, cimentation, dissolution, cristallisation. Autre point, c'est que la diagénèse s'accompagne d'une fossilisation, c'est-à-dire que les parties minérales et organiques des êtres vivants subissent des transformations, d'accord, qui peuvent malgré tout préserver certains constituants initiaux de l'être vivant, au moins sa forme, d'accord.
Et donc, à partir des roches sédimentaires, on va pouvoir retracer vraiment l'histoire d'une région. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est du coup, d'étudier les bassins sédimentaires, en étudiant les roches, mais en étudiant aussi les dépôts et la géométrie de ces dépôts. Donc, les premières études, et c'est des études qu'on a déjà faites, c'est des études directes des roches sédimentaires. Donc, on peut reprendre l'exemple de ce qu'on a vu à Viol-le-Fort en TP sur les roches sédimentaires la semaine dernière. Donc là, je vous mets le corrigé du log que vous aviez. Donc, on appelle log stratigraphique, d'accord, une colonne stratigraphique. Ici, elle avait été reconstituée à partir des données de terrain. Comme on avait une région, il me semble, monoclinale, on allait avoir les terrains, quand on se déplaçait, les terrains de plus en plus anciens, et donc on peut reconstituer comme ça le log. Donc ça nous permettait de voir un petit peu que le niveau de la mer avait changé, qu'on avait des conditions de sédimentation qui avaient évolué, etc. On peut également disposer directement d'affleurements, donc des falaises hautes, et puis on aime bien les bords de route aussi, ça permet d'avoir des affleurements. Alors les affleurements, c'est jamais extrêmement haut. D'accord. Donc c'est intéressant, mais ça ne permet pas forcément d'aller très en profondeur quand on sait qu'un bassin sédimentaire, c'est plusieurs kilomètres de profondeur. Alors l'autre solution, c'est les forages. Forage avec carottage, c'est-à-dire qu'on remonte les échantillons sous forme de carottes sédimentaires, et là, on va pouvoir avoir accès directement au log stratigraphique. Alors, des forages avec carottage, donc des affleurements, on n'en a pas souvent et ça ne va pas très profond. Les logs stratigraphiques, on ne peut pas toujours les reconstituer parce que toutes les roches sédimentaires ne sont pas forcément à l'affleurement. D'accord. Les forages avec carottage, c'est faisable, mais c'est très cher. Donc, on a d'autres méthodes alternatives qui sont moins coûteuses et qui permettent. En plus, un forage avec carottage, ça va nous donner une idée sur un point donné. Si on veut avoir une idée sur l'ensemble du bassin, il faudrait obtenir énormément de carottes sédimentaires, donc énormément de forage. C'est extrêmement coûteux. Donc, en fait, on va voir qu'on a différentes méthodes qui sont donc des méthodes indirectes et qui vont nous permettre d'avoir quand même une idée assez précise de la structure des bassins. D'accord. Donc, deux méthodes qu'on va voir. Une méthode qui s'appelle la sismique réflexion-réfraction, que vous connaissez déjà un petit peu, et une deuxième méthode qui est la diagraphie. On s'intéressera en particulier à la diagraphie au rayon gamma. Donc ça, vous pourrez l'utiliser pour bien compléter votre TP. Alors, quand je regarde un petit peu les méthodes d'étude des bassins sédimentaires, la sismique réflexion-réfraction, comment ça marche? Donc, c'est une technique qui consiste à envoyer des ondes mécaniques, donc essentiellement des ondes sonores, par un émetteur en surface. Alors, ça, la sismique réflexion-réfraction, ça va se mettre en place surtout pour étudier des bassins sédimentaires qui sont encore sous l'eau. D'accord? Parce qu'on va émettre des ondes. En plus, on n'a pas de données directes. Les forages sont particulièrement difficiles. Donc, ça peut être pratique sous l'eau. On peut également effectuer de la sismique réflexion-réfraction sur les continents. Simplement, les ondes sonores sont envoyées directement du sol. D'accord? Donc, ça peut être un camion vibreur en milieu continental. Donc ici, on est en milieu océanique, donc j'envoie. Et en fait, si j'ai une surface, si j'ai un réflecteur ici, eh bien, je vais renvoyer, donc je vais faire de la réflexion, ou je vais réfracter et puis renvoyer. D'accord? Donc, je vais comme ça pouvoir avoir des informations sur tous les réflecteurs, et je vais pouvoir avoir ce type d'image. Donc là, c'est très grossi, et donc on obtient ce type d'image. D'accord? Donc, les ondes, elles sont produites, donc ça va faire des micro-ondes sismiques, ces ondes sonores. Elles sont réfractées et réfléchies par des surfaces miroirs et vont être enregistrées. Un profil sismique réflexion-réfraction se présente donc sous la forme d'un profil avec des distances horizontales en abscisse. D'accord? Donc ici, vous avez les distances horizontales. Et ici, en fait, vous avez ce qu'on appelle le temps double, c'est-à-dire le temps d'aller-retour de mes ondes.
D'accord? Alors, ce temps double, il peut éventuellement être converti en profondeur quand on connaît la vitesse de propagation des ondes. Mais si on ne connaît pas la vitesse de propagation des ondes, on n'a pas la profondeur. D'accord? Et on va en fait déceler des discontinuités lithologiques qui peuvent être plusieurs choses, qui peuvent être des limites entre deux couches sédimentaires concordantes, donc qui se suivent dans le temps, qui peuvent être des surfaces d'érosion, qui peuvent être aussi des miroirs de failles, d'accord? Donc des failles, qui peuvent être tout un ensemble de choses. Et donc après, une fois qu'on a l'ensemble du profil, on va pouvoir l'interpréter. Donc vous avez un exemple de profil, ici. Donc grand 2, petit 2, petit 2, étude d'un exemple, enregistrement au niveau de la marche passive bretonne. Donc on est sur la page 8 de votre poly. Donc cette marche est la bordure d'un continent, au sens géologique du terme. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est sur de la lithosphère continentale, mais on est peut-être déjà sous l'eau. Elle est donc immergée, puisque l'eau des océans déborde largement sur les plateformes continentales. D'accord? Donc ça veut dire que ça va correspondre ici à une marge passive, c'est-à-dire une marge qui n'a pas d'activité tectonique, comme les marges atlantiques européennes par exemple, contrairement aux marges actives qui sont les zones de subduction. Donc vous avez le profil sismique, de sismique réflexion-réfraction, et c'est la marge passive bretonne. Alors on est en fait au sud Bretagne, d'accord? Les réflecteurs sont indiqués par des traits plus ou moins noirs. Les réflecteurs les plus importants ont déjà été repassés au noir par le géologue qui a commencé à interpréter l'image. D'accord? Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'analyser la géométrie des réflecteurs pour définir plusieurs zones. Alors, déjà, ce qu'on observe très, très bien, c'est ces réflecteurs très noirs ici, d'accord, qui sont en fait des failles et qui vont définir différents blocs. D'accord? Donc ensuite, on a ces réflecteurs-là qui vont nous intéresser. Donc j'aimerais bien que vous regardiez au sein de ces réflecteurs, est-ce que mes sous-réflecteurs, en quelque sorte, ont des organisations particulières et quelles organisations? Donc peut-être que vous pouvez essayer de voir plusieurs unités. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Vous pouvez, ce que vous pouvez faire, et vous le ferez en tout cas sur votre poly, c'est là pour l'instant me rajouter des couleurs, des zones, etc. Vous avez droit d'écrire. En tout cas, d'annoter ce profil de sismique. Réflexion. Je suis d'accord. Alors, dans ces zones que vous avez coloriées en bleu, comment sont les réflecteurs? Est-ce qu'ils sont horizontaux, obliques, parallèles, pas parallèles? Voilà, ils sont obliques et parallèles les uns aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres zones? Alors, ils ne sont pas parallèles aux failles, hein, parce que mes failles, elles sont là. Donc ça, c'est pas une faille. Ça, c'est mon bloc. Et ça, c'est une faille. Alors là, ça ne descend pas aussi bas. Alors, ce qui est en jaune, ce que vous faites en jaune là, comment sont les réflecteurs ici? Vous voyez que là, c'était quelque chose avec une épaisseur à peu près maintenue partout la même. Ici, en jaune. Donc la deuxième partie. On ne les voit pas très bien, les réflecteurs. Donc là, on verra après. Et puis cette partie-là, et du coup, ma question, donc ça, ce serait la troisième zone.
en orange ici, hein, voilà. Ah bah, il y en a qu'on fait en violet, c'était très bien. En plus, vous faites bien mieux que moi j'arrive pas, j'ai la souris qui tremble là, pour ce genre de choses. Je suis incapable de faire un truc droit. J'ai besoin d'une règle pour faire un truc droit. Voilà. Bref, d'accord? Donc là, vous avez des réflecteurs et des dépôts, du coup, qui semblent parallèles horizontaux. Donc ces dépôts-là, on peut imaginer qu'ils se sont mis en place une fois qu'on avait l'océan. Les dépôts jaunes et les dépôts bleus, vous voyez bien qu'on a des conditions et des moments de dépôt qui sont différents. D'accord? Alors, je vous mets juste le corriger. Si vous voulez le noter sur votre poly. De toute façon, je vous mets le diaporama après. Hein, donc, essayez de comprendre et puis vous noterez sur le poly après. Et donc, en fait, si on interprète complètement, on est ici, d'accord? C'est-à-dire que les réflecteurs rouges, je reviens là, chaotiques, ça, en fait, c'est du socle, d'accord? Donc, on n'a pas vraiment, on voit bien qu'on a un truc un peu chaotique, on ne peut pas dire qu'on a vraiment des dépôts de sédiments, etc. Donc, il faut imaginer ensuite ici qu'on a des failles, qu'on appelle des failles listriques. Pourquoi? Parce qu'elles se terminent quasiment horizontales, qui vont définir des blocs. Et vous voyez qu'en fait, les blocs, pardon, je vous remets la souris, donc failles listriques, ici, et donc qui définissent par exemple ici 1, 2, 3 blocs, et on voit que ces blocs ont basculé, et ce basculement, il se fait avec une rotation comme ça, d'accord? Ce n'est pas un simple basculement, c'est vraiment un phénomène avec une bascule comme ça en rotation, d'accord? Et donc, les sédiments verts qui sont bien parallèles ici et perpendiculaires aux failles, ces sédiments verts, ils se sont déposés certainement dans un bassin avant la mise en place des failles, avant le rift. Et les sédiments jaunes ici, ce sont en fait des sédiments qui sont en éventail. D'accord? C'est-à-dire qu'on a d'abord quelque chose comme ça, et puis ça forme une sorte d'éventail, d'accord? Avec quelque chose de plus en plus large, comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis en place au moment où mon bloc basculait. Donc au moment où petit à petit, en fait, cette partie-là augmentait, la profondeur ici augmentait plus vite que la profondeur ici, parce que mon bloc, donc je reprends, la profondeur ici augmentait plus vite que la profondeur ici, parce que mon bloc basculait comme ça. D'accord? Donc dépôt, c'est un rift. Et puis ici, une fois qu'on a ces sédiments, c'est que le rift continental est terminé, on a océanisation, ces blocs basculés ne se déplacent plus. Et là, on sédimente complètement de façon horizontale. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc vous avez les sédiments pré-rift, les sédiments sans-rift en éventail et les sédiments post-rift qui recouvrent le tout. D'accord? Donc ça, on voit bien que c'est la sismique réflexion qui me permet de comprendre vraiment toute la géométrie de mes marches passives. Et à chaque fois qu'on a des marches passives, on a ça. Ça explique et ça démontre que l'océanisation débute toujours par un rift continental. Tous les rifts continentaux n'aboutissent pas à des océans, mais tous les océans sont issus d'un rift continental. D'accord? Donc vous pourrez faire, je vous ai laissé un peu de place pour commenter, pour noter, et puis ici vous rajouterez les couleurs sur votre poly. D'accord? Alors la deuxième méthode, c'est la diagraphie. Alors la diagraphie, c'est utilisé parce que ça nécessite quand même de faire des forages, mais des forages non carottés, donc qui peuvent être beaucoup plus petits et qui sont beaucoup moins coûteux, beaucoup plus faciles à faire. D'accord? Et donc, dans ces forages non carottés, eh bien, on va utiliser une sonde qu'on va descendre au bout d'un câble, comme c'est montré ici. D'accord? Vous avez ici votre câble, puis vous avez votre sonde qui est reliée à l'ordinateur. C'est de l'hexao, d'accord? Et cette sonde, elle va faire plein de mesures. Et en particulier, elle va faire une mesure des rayonnements radioactifs, tout particulièrement des rayonnements gamma, et une mesure dite sonique, d'accord? Donc, ça permet d'obtenir le sonique de vitesse des ondes sonores.
Pourquoi on fait ces mesures-là? La vitesse des ondes sonores, elle renseigne sur certaines caractéristiques des roches, notamment sur la densité des roches, la porosité, la nature des fluides présents. Et donc, plus une roche est poreuse, plus le temps de parcours de l'onde va être long, d'accord? Et donc, les dépôts argileux plus poreux ont des temps de parcours qui vont être plus longs que les dépôts sableux, hein, je veux dire à profondeur similaire. Et puis, les rayons gamma aussi consistent à mesurer la radioactivité naturelle au sein du forage. On sait que le rayonnement radioactif gamma est une conséquence de la désintégration de l'uranium, du thorium, du potassium radioactif. Et donc, ces isotopes, en tout cas ces éléments-là, donc les isotopes radioactifs sont plus concentrés dans les argiles par rapport au sable de quartz ou au carbonate. Donc, quand on a un rayonnement gamma élevé, c'est indicateur d'un dépôt argileux. D'accord? Et ensuite, avec tous les paramètres, on, on retrouve de cette façon la nature des dépôts. Donc voilà. Donc ça, c'est pour faire le forage. Enfin, non, ça c'est la sonde qu'on va enfoncer comme ça dans la zone de forage. Alors, du coup, vous avez le document 9, principe de la diagraphie au rayon gamma. Donc, pour obtenir, etc., on voit la radioactivité naturelle. Donc, vous voyez qu'on descend là, d'accord? Alors, je vous ai mis des exemples là-haut, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Vous avez du coup la réponse. On descend. Ici, j'ai ma radiographie qui diminue, qui réaugmente, ma radioactivité qui diminue, qui réaugmente, qui diminue, qui réaugmente, qui diminue, qui réaugmente et qui est relativement haute. Donc, une radioactivité relativement haute, ça va être surtout des dépôts de type argile. Donc, on met ici par des petits traits, hein, parce que les argiles s'organisent en feuillets. Donc, on a tendance à mettre des petits traits comme ça quand on a des argiles. Ici, à chaque fois que j'ai ma radioactivité qui diminue fortement, on est dans une zone de dépôt détritique a priori. Donc, on peut imaginer qu'on a plus de sable. Donc, je fais des petits points. Hop, une micro-couche d'argile, plus de sable, une micro-couche d'argile, plus de sable, une micro-couche d'argile, plus de sable, et à nouveau de l'argile. Donc, je l'ai figuré à chaque fois. Les petits points, un trait pour l'argile, des petits points, des traits pour l'argile, des petits points, des traits pour l'argile, des petits points, des traits pour l'argile. Et on n'a que de l'argile. D'accord? Alors, quand on a un profil complet, on peut avoir ce genre de choses. Donc, gamma ray, à chaque fois, en fait, que vous avez euh, des augmentations fortes de la radioactivité, des pics, c'est que vous avez des dépôts argileux. D'accord? On peut avoir la résistance, enfin, voilà, on peut étudier tout un ensemble de choses. Alors, je vous propose maintenant l'exercice 2. Donc, pour cet exercice 2, on ne peut pour l'instant répondre qu'aux questions 1 et 2. D'accord? Les questions 3, 4, 5 pourront être résolues quand on aura fait l'ensemble de la partie 3 du cours. Donc, questions 1 et 2. Donc, interpréter la diagraphie et habiller la colonne lithologie du document 1. Donc, vous allez mettre là, qu'est-ce qu'on a comme lithologie? Donc, entre plutôt sable et argile, grosso modo. Hein. Ensuite, proposer une hypothèse expliquant ces changements de faciès au cours du temps pour un même endroit. Donc, je vous laisse compléter. Voilà, je vois que vous avez bien compris. Et je vous laisse répondre à la question. Les petits sables. Attention, on peut avoir des endroits où il y a des petits pics, comme ici, 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 petit pic là, où il y a un petit peu plus d'argile. Bon, vous faites ça très bien. Et donc, comment on explique qu'on passe de sable à argile? Qu'est-ce qui explique ça?
porosité, modification de l'hydrodynamisme, tout à fait, tout simplement. Donc, variation de l'hydrodynamisme, quand on a des périodes très calmes, on va avoir plus d'argile. Quand on a des périodes avec un hydrodynamisme plus fort, on va avoir plus de sable. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a des changements d'hydrodynamisme? Variation de relief, est-ce que vous pourriez préciser? On est dans un bassin sédimentaire, hein. Où est-ce qu'on va avoir dans des bassins sédimentaires, on a des dépôts d'argile et de sable. Donc on peut être au niveau d'une rivière, on peut être au niveau d'un rivage. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, au niveau d'un rivage, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir plutôt des dépôts d'argile ou plutôt des dépôts de sable? Donc plutôt un hydrodynamisme faible ou plutôt un hydrodynamisme fort? Qu'est-ce qui peut varier au cours du temps? Parce que là, on a bien de la variation au cours du temps. Alors, présence de micro-organismes, là, on est sur des choses qui ne sont pas carbonatées, hein. On peut carbonater. Là, on parle vraiment de variation d'hydrodynamisme. La quantité d'eau, mais c'est bien, Pauline. Effectivement, on peut avoir des variations au niveau de l'eau, en tout cas du niveau relatif de l'eau par rapport au rivage. Plus on est près du rivage, plus on va avoir plutôt une sédimentation de type sable, et plus on va être loin du rivage, plus on va avoir une sédimentation de type argile. Loin du rivage, plus profond, peu touché par les vagues, etc., etc. D'accord? Donc, voilà. Donc, ce sont toutes des roches détritique terrigènes. On peut imaginer qu'ici, on a une transgression, augmentation du niveau marin, en tout cas augmentation relative du niveau marin. C'est une régression, c'est-à-dire que la mer perd du terrain sur le continent. On reviendra sur ces notions de transgression-régression à nouveau. Alors, c'est intéressant la diagraphie, mais attention, c'est une séquence verticale, d'accord, de structures qui sont horizontales. Donc, si vous voulez, ici, vous voyez chacun de vos corps qui sont déposés les uns après les autres. Vous voyez bien qu'il y a ici, par exemple, très fin, moyennement fin, peu fin. Enfin voilà, il y a des choses qui suivent, puis on va aller vers. Voilà, d'accord. Alors, on ne va pas faire les questions suivantes de l'exercice et on va tout de suite passer à la stratigraphie séquentielle. Donc, on va introduire cette partie-là et puis on terminera demain. Alors, sur la partie qu'on va faire demain, il y a des aspects qui sont un petit peu complexes. Donc, il faudrait vraiment que demain, vous enregistriez le cours, d'accord, pour que les élèves qui vont au lycée vider leur chambre d'internat puissent ensuite regarder tranquillement ce cours et puis me poser les questions nécessaires. Alors, pour bien comprendre, en fait, on va parler de ce qu'on appelle des cortèges sédimentaires. D'accord? Donc, d'accord? Donc, il peut y avoir, donc ici, je vous ai fait juste une strate ou une limace, si on veut dire. Alors, ça, c'est les géologues qui appellent ça des limaces, à proximité des côtes. D'accord? Les cortèges sont structurés en unités sigmoïdes. Donc là, je vous ai mis une unité sigmoïde d'un cortège sédimentaire que les géologues appellent parfois des limaces. Et ce qui est intéressant dans cette unité sigmoïde, c'est que plus on s'éloigne du rivage, plus on va vers le large, plus la sédimentation est fine, plus les sédiments sont fins.
D'accord. Et donc, ça, c'est lié à des variations du régime hydrodynamique. Au niveau du delta, on va avoir des choses qui peuvent être assez agitées. Quand on arrive en pleine mer, on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus calmes. Donc, vous avez un exemple d'organisation d'un cortège sédimentaire, de structure sigmoïde, sur votre document 10. Ah non, ça c'était pour vous montrer que entre le littoral et les rivages, hein, on peut avoir des choses de structure, de nature variée. Donc ici, vous avez les dépôts successifs, premier dépôt, deuxième dépôt, troisième dépôt, et vous voyez que ces limaces se superposent, mais ne sont pas positionnées toujours au même endroit en fonction de la hauteur d'eau et de la position ici du rivage. La côte est là, ensuite la côte gagne du terrain sur la mer, puis la côte perd du terrain sur la mer. D'accord? Et effectivement, ce qui est intéressant quand on regarde comme ça les cortèges sédimentaires, c'est qu'on met en évidence des variations du niveau marin. Et vous voyez bien que là, si je faisais une colonne stratigraphique, j'aurais argile, sable, argile. D'accord? Alors, on va apprendre un peu de vocabulaire et puis je vous laisserai, une fois qu'on aura vu ça, j'aimerais bien que vous ayez en tête bien ce vocabulaire. Alors, je vous ai fait un schéma ultra simpliste. On a ici la ligne de rivage. Ici, donc, j'ai la plage. Ici, j'ai l'océan. D'accord? On ne fait pas intervenir les marées. On va dire que c'est la ligne de rivage moyenne. En fait, au cours du temps, on va avoir des variations de l'apport sédimentaire ou des variations du niveau de la mer, ce qui fait que le trait de côte ou la ligne de côte va se déplacer. Ces lignes de côte ne sont pas stables dans le temps. Donc, il y a plusieurs types de mouvements. Il y a des mouvements qu'on appelle des progradations, c'est-à-dire que la ligne de côte se déplace dans ce sens-là vers le large. Ça peut s'apparenter à une régression marine. C'est-à-dire qu'on a émersion de zones qui étaient au départ immergées. D'accord? Progradation, donc ça parle de la ligne de côte qui se déplace vers le large ou régression marine. Vous pouvez avoir le contraire, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est la mer qui gagne du terrain sur le continent perd du terrain par rapport à la mer, c'est une rétrogradation. Donc la ligne de côte se déplace vers le continent. D'accord? Ça peut s'apparenter à une transgression marine, c'est-à-dire que la mer gagne du terrain sur le continent. Et puis vous pouvez avoir des phénomènes d'aggradation où on va avoir des empilements de dépôts sédimentaires, d'accord, mais sans qu'il y ait variation de la position de la ligne de rivage. Donc les trois phénomènes sont observables. Et ce qu'on verra demain, c'est que quand on regarde en particulier les profils de sismique réflexion, alors on dit sismique réflexion ou, si on veut être très très précis, on dit sismique réflexion-réfraction. Mais sismique réflexion, hein, on comprend très très bien. On va voir différentes figures, différentes terminaisons de corps sédimentaires, différents types de biseaux qui vont m'informer sur les phénomènes. Est-ce que j'ai progradation, rétrogradation, aggradation? Est-ce que j'ai une augmentation du niveau marin? Est-ce que, etc., etc. Et c'est ça qu'on va étudier longuement demain. Et on fera peut-être un exercice, on fera en exercice d'application la suite de l'exercice 2. Voilà. Donc, si vous voulez commencer à regarder un petit peu, vous aurez peut-être des cartes dans le cours et puis je vous réexpliquerai tout ça demain. Et demain, normalement, si on y arrive, on n'arrivera pas complètement, on aura bouclé le programme.